Donc, comme je vous l'ai expliqué ce matin, on va toujours faire en deux étapes. Étape 1, les composants. Et étape 2, la circulation de fluide. Donc, si on identifie nos composants, on retrouve ici le réservoir, qui est ici aussi, hein, comme d'habitude. D'accord. Donc, le bas du circuit est le même qu'avant. Hein. Le filtre, la pompe, toujours un sens de rotation. D'accord. Là, comme ce matin, hein, quelque chose qui est normalement fermé, qui vient mesurer et prendre la pression sur le circuit principal et qui derrière va rejeter au bac. Donc là, on va retrouver notre limiteur de montée en dérivation. D'accord. Ici, cette fois, on n'a plus un vers 1. Je vais marquer le réservoir ici. Mais un moteur hydraulique. Lui aussi, un sens de rotation. Et la nouveauté, c'est ce composant-là qui est un limiteur de débit. D'accord? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On a la BP partout ici. Du limiteur vers la pompe et à la sortie du réservoir. Et donc, on va avoir la HP qui vient ici de la pompe, qui va bien évidemment au limiteur. Qui vient ici pour mesurer la pression. Et surtout, qui va, via la canalisation, dans le limiteur de débit, puis dans le moteur. D'accord? Donc jusque-là, c'est très similaire à ce qu'on a pu voir ce matin. La subtilité du circuit, si vous regardez en même temps le sujet, c'est que de la pompe, il sort le débit grand Q, qui vaut, si mes souvenirs sont bons, 130 litres par minute. Donc là, vous avez en permanence 130 litres par minute d'huile qui sortent. D'accord? Et ici, on n'a plus que qui traverse le limiteur de débit, une quantité moins importante qui est égale à 125 litres par minute. D'accord? Donc ça veut dire que entre ce qui sort ici et ce qui arrive là,
ben vous avez 5 litres par minute qui passent ailleurs. Et il n'y a pas 50 000 possibilités. Hein. Ici, sur cette partie-là, il n'y a que une canalisation. Donc ça veut dire que si je remonte, ben le débit petit q, il part depuis ici. D'accord? Donc la différence entre ce qui arrive, grand Q, et ce qui repart, petit q, ça va forcément où? Ici. D'accord? Et en fait, pour évacuer ce surdébit, il faut en permanence que le limiteur principal de pression, le limiteur de pression, soit ouvert suffisamment peu, mais suffisamment pour évacuer le delta de pression, le delta de débit, pardon. Et donc, le réglage de P0 ici va me dire à quelle pression il va s'ouvrir pour évacuer la différence de débit, et va donc me contrôler la pression dans tout le reste du circuit, et notamment aux bornes du moteur. Et la pression aux bornes du moteur va me servir à contrôler le couple mécanique que je pourrais utiliser. Est-ce que l'explication du schéma est bonne pour tout le monde? C'est surtout s'il y en a pour qui c'est pas bon qu'ils le disent. Et si c'est bon, on va pouvoir attaquer la question numéro 1. Donc, si je regarde la question numéro 1, voilà. On veut connaître la vitesse de rotation du moteur, sachant que la cylindrée du moteur est Qmot et que le rendement volumétrique du moteur est rendement Vmot. D'accord? Alors, dès qu'on commence à vouloir relier ce qui se passe à l'entrée et à la sortie d'un système, hein, comme toujours, ce que je vous disais, toujours faire le schéma qui va bien. D'accord? D'accord? Donc, nous, on a affaire à un moteur hydraulique et on sait qu'il a comme caractéristique sa cylindrée Qmot, je crois. Mes souvenirs sont bons. Voilà. D'accord? Donc, si on réfléchit comme ce matin, en entrée, vous avez de l'hydraulique avec une pression qui là va s'appeler delta Pmot et un débit qui va être petit q. Je vais mettre d'une autre couleur, pour bien comprendre. Voilà. Et en sortie, du coup, on va en retirer une vitesse de rotation et on va en retirer un couple. D'accord? Et dans la première question, on vous demande la relation ou de trouver Nmot. Mes souvenirs sont bons.
Ouais, c'est ça. Mode TH, pardon. Voilà. Donc, toujours pareil. Hein. 1. Système parfait, rendement égal à 1. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on sait dans ce cas-là, quand le rendement est égal à 1? Que delta P mot multiplié par petit q égale C mot multiplié par N mot. Bon, ça ne va pas nous servir à l'instant directement, mais c'est toujours bon de le noter. Et par rapport à ça, nous, on veut une relation qui nous permet de connaître la vitesse de rotation du moteur. C'est quoi lambda, monsieur Busson? C'est état du rendement du santé. C'est le rendement. Ouais. Ben, faites attention, parce que le problème, je peux y arriver tout de suite, hein, c'est que sur un moteur hydraulique, vous avez deux rendements. Le premier, comme on l'a vu ce matin pour le vérin, donc là, il y a une espèce de ligne à l'intérieur, hein, et puis vous avez une partie de ça qui part à cause des frottements. D'accord? Et on parle du rendement mécanique. C'est ce qu'on a fait ce matin. D'accord? Mais quand vous faites un truc hydraulique autre qu'un vérin, c'est-à-dire un moteur ou une pompe, en fait, vous avez d'autres pertes qui sont les fuites internes. D'accord? Et ça nous donne le rendement volumétrique. Pourquoi? Toute l'huile qui arrive dans le moteur n'est pas entièrement utilisée pour le faire tourner. Il y en a une partie qui se barre en fuite, qu'il faut récupérer, d'accord? Soit par des drains, soit les réinjecter à l'huile de sortie. Mais il y a une partie du débit qui n'est pas utile, enfin, qui n'arrive pas à se transmettre directement en rotation. Et c'est là qu'apparaît le rendement volumétrique. Donc faites attention, hein, il y a un rendement mécanique, c'est le frottement. Vous allez l'avoir dans le cours de génération de débit. Et un rendement volumétrique qui sont les fuites. D'accord? Donc, si le rendement est différent de 1, eh bien, ce rendement, c'est le produit des deux rendements. D'accord? Et on a à ce moment-là notre formule. Ce que je mets en sortie, c'est ce que je mets en entrée. Je vais faire mieux. Donc, je prends ce que j'ai en entrée. Je le multiplie par mes rendements. Et j'obtiens ce que j'ai en sortie. D'accord? Vous allez voir qu'on va s'en resservir tout à l'heure. Pour finir de répondre à notre question, il faut que je trouve une relation entre le débit et la vitesse. D'accord? La cylindrée, un système, c'est égal au volume d'huile utilisé ou pompé par tour.
D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que si j'ai un système à rendement parfait, rendement volumétrique parfait, alors je sais que le débit est égal à la cylindrée multiplié par n. Pourquoi la cylindrée, c'est tant de litres par tour? Je multiplie par le nombre de tours par minute et j'obtiens mon débit en litres par minute. Alors attention, hein, je répète, si vous mettez ici des litres et vous mettez ici des tours par minute, vous obtenez des litres par minute. D'accord? Donc, j'applique. Pour nous, l'application numérique. Et ça va me donner quoi? N mot. Alors là, c'est le théorique. Je répète, il y a un si là. Va être égal à petit q divisé par la cylindrée, qui est q mod th. Je vais écrire comme il faut. Donc, j'ai 125 litres par minute. J'ai une cylindrée de 75 cm3 par tour. Alors là, grande attention aux unités, on fait attention. Pour l'instant, c'est des litres par minute. Et ça, c'est des centimètres cubes par tour. Ça ne va pas donner grand-chose de bien si je le laisse tel quel. Donc, soit il faut que je passe la cylindrée en litres par tour, soit il faut que je passe le débit en centimètres cubes par minute. Bref, je vais décaler un peu. Je reprends mon calcul. Si je mets le débit en centimètres cubes, 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Donc, il y a un 10 puissance 3 qui apparaît et je divise toujours par 75. Et là, si je reprends mes unités, en haut, je vais être en centimètres cubes par minute. Ici, je vais être en centimètres cubes par tour. Donc là, je vais bien obtenir des tours par minute. Ça veut dire application numérique. Voilà. Donc, ici, si je fais mon application numérique, je vais obtenir une vitesse de rotation théorique de 1666 tours par minute. C'est joli ce qu'il me fait. Alors, pour répondre à M. David, non, ce n'est pas 10 moins 3, parce que 1 litre égale 1000 cm3. Donc, si je passe en centimètres cubes par minute, c'est bien 125 10 puissance 3. D'accord? Alors, la cylindrée est passée où? Eh bien, la cylindrée, c'est ça. Pour reprendre les données du sujet, ici, c'est la cylindrée. Donc, en fait, CY égale ce qu'ils ont appelé Q mod TH.
C'est ça, on est d'accord, mademoiselle Moroso. Monsieur Jabé, oui, la pompe débite à 130 litres par minute, mais qu'est-ce que j'ai passé 10 minutes à expliquer au début? Voilà. Monsieur Busson a raison. Si je reviens sur le schéma, vous avez bien les 130 litres par minute qui sortent de la pompe, mais on a ici un limiteur de débit ou un robinet, hein, si vous voulez, c'est à peu près ça, qui fait qu'il n'y en a que 125 qui va au moteur, déjà. Et du coup, vous avez en permanence la différence entre les 130 et les 125 qui doivent partir dans le limiteur de pression. Monsieur Buisson, ouais, à peu près, ouais. On va dire que c'est comme une rondelle avec un trou calibré. Donc ça peut revenir à un rétrécissement dans le tuyau. Monsieur Jabé, c'est bon? Pas de souci, monsieur Jabé, vous inquiétez pas. On me l'a fait tous les ans, je suis habitué. Je préfère que vous ayez posé la question et que vous ayez compris. Si, monsieur David, mais pour l'instant, bien sûr qu'il faut prendre le rendement, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, et je le répète ici, je suis là. Donc pour l'instant, j'ai pris le rendement égal à 1. Je fais toujours le calcul avec le rendement égal à 1. Et ensuite, dans un deuxième temps, je tiens compte du rendement. Je sais que le rendement est égal à 0,9. D'accord? Vous inquiétez pas, monsieur David, faites bien de poser la question. Donc, si mon rendement est égal à 0,9, la vraie question, à votre avis, le N-mot réel, il va être plus petit ou plus grand que le N-mot théorique? Je regarde mon schéma, c'est en sortie. Donc, voilà, vous avez raison. En pratique, quand il y a des fuites, si le débit est le même, le moteur va tourner moins vite que si tout était parfait. Donc, vous avez tous raison de dire que le N-mot réel, il va être plus petit. Je vais l'effacer, je vais l'écrire. Inférieur au N-mot TH. On peut marquer que c'est une donnée de sortie de mon système. Donc, j'en déduis que N-mot réel va être égal à N-mot TH multiplié par le rendement vol. Exactement, on multiplie. Ce qui me donne en application numérique N mot réel égale 1666 multiplié par 0,9. Ouais. On va arrondir à 1500. Tout à fait. OK? Je vous conseille toujours d'appliquer le rendement après, toujours. C'est bon, on continue, j'attaque la question 2. Alors, question 2. Si je vais voir la question 2, le sujet nous dit quelle est la puissance hydraulique nécessaire pour assurer le fonctionnement du moteur hydraulique, sachant que la différence de pression entre l'entrée et la sortie de celui-ci est égale à delta P moteur. Alors là, c'est une question très très simple. En gros, si je reviens sur mon schéma, on est à ce niveau-là, à l'entrée du moteur,
là. D'accord? Et on est en train de se poser la question, avec un magnifique stylo couleur je ne sais pas quoi, de la puissance hydraulique nécessaire. D'accord? Si on regarde notre schéma, on connaît la pression aux bornes du moteur, delta Pmot, et on connaît le débit. C'est ce que j'ai marqué là. D'accord? Donc là, on est en train de se dire que vaut P hydro. Donc c'est très simple. Hein. Allez. On connaît les deux grandeurs caractéristiques. Donc de toute façon, P hydro va être égal à delta P moteur multiplié par petit q. Donc, si je fais mon application numérique, il faut juste faire très attention aux unités. J'ai un delta P moteur qui vaut 140 bars et un débit 125 litres par minute. Donc, 140 multiplié par 125. J'attire votre attention sur les unités. Ici, j'ai besoin de Pascal. C'est l'unité SI. Et ici, j'ai besoin de mètres cubes par seconde. C'est aussi l'unité SI. Donc, ici, hop, pour passer en Pascal, il faut que je multiplie par 10 puissance 5, parce qu'au départ, j'avais des barres. Et je multiplie bien évidemment par 125, mais je suis en litres par minute, donc il faut que je le divise par 1000 pour être en mètres cubes, et il faut que je le redivise par 60 pour être en secondes. Quand j'ai appliqué ça, j'obtiens, voilà, 29 170, je crois, 166,6. Donc, j'étais en unité SI, c'est bien des watts. Donc, je peux l'arrondir à 29,7 kW. Et la question 2 est pliée. Je marque juste à côté hein, pour que tout le monde s'en souvienne. Ici, on avait 100. 9,2, monsieur, en fait, la ronde plutôt. Parce qu'on est bien à 29 160. Ah, pardon, oui. Vous avez raison, vous avez raison. Donc 140 bars. Et ici, on a 125 litres par minute. C'est moi qui ai fait une bêtise, mademoiselle Garnier. C'est bien 29,2. J'avais oublié mon 1 là. Voilà. Donc, on a répondu à la question 2. On peut passer à la question 3. Je vais voir la question 3.
quel est le couple réel maximal, c'est réel, sur l'arbre de sortie du moteur, sachant que le rendement mécanique du moteur est rendement M pour méca mot. Donc, ben là, c'est relativement simple aussi, parce que, pardon, on revient à notre figure et à cette expression-là. D'accord? Ici, pardon. Donc la figure, c'est toujours la même. On retrouve bien le fameux rendement mécanique qui va intervenir entre les deux. Et on retrouve ma formule ici, qui me relie tout ce que j'ai en entrée et tout ce que j'ai en sortie. D'accord? Donc, si je veux bien y arriver, je me rappelle que P hydro, que je viens de calculer, multiplié par les deux rendements, doit être égal à la puissance méca en sortie. D'accord? Et la puissance méca, c'est le couple réel, dans ce cas-là, multiplié par n mot réel. Alors, ça peut revenir à ça, M. Busson, mais il faut calculer la puissance méca, quoi qu'il arrive. Donc, si je veux sortir n mot réel directement, pardon, c'est réel. Ça va être quoi? P hydro multiplié par le rendement du mot, rendement volumétrique du moteur, multiplié par le rendement mécanique du moteur, et le tout divisé par n mot réel. Donc la transition, hein, le rendement volumétrique, il arrive là, et le rendement mécanique, il arrive là. Si je fais mon application numérique, ça va me faire 29 200 multiplié par 0,9 multiplié par 0,9 et divisé par 1500. Attention, j'ai juste fait une petite bêtise, oui et non, hein. C'est qu'ici, vous avez besoin de radians par seconde. Ici de newton mètre, ici de watt, et donc ici de watt. Donc il faut absolument que je passe mon n mot réel en radians par seconde. Donc il y a un petit pi sur 30 qui va traîner. Si je calcule, j'ai un couple à normalement 150,6 newton mètre. La question 4. Quelle est alors la puissance mécanique réelle en sortie de l'arbre du moteur hydraulique? Ben, celle-là, vous avez deux manières de la calculer. On l'a pseudo déjà calculée. La P méca. Soit je la recalcule en faisant C réel multiplié par n mot
réel. Et je peux aussi dire que c'est P hydro multiplié par le rendement volumétrique et multiplié par le rendement méca. On peut faire les deux applications numériques et on va trouver les deux. Donc ici, ça va nous donner 150,6 multiplié par 1500 pi sur 30. Et si je le fais par là, 29,2 multiplié par 0,9 au carré. J'espère qu'on doit trouver la même chose. Donc ça nous fait bien 23,65 kW. Et si je le calcule de l'autre manière, sans faire de bêtises, alors c'est pas l'inverse, monsieur Busson, c'est la même chose. C'est juste qu'on vous pose la question on vous demande après de calculer ce qui était entre les deux. Je peux l'expliquer autrement si vous voulez, mais on ne fait pas l'inverse, attention. On est toujours cohérent pareil. Voilà, on retombe bien au 23,64. Voilà. Donc en fait, la PMK, là, si je dois la remettre sur mon graphique d'en haut, je reviens à celui-là après. On a calculé ici, c'est PMK. Et si je remonte tout en haut, ça me servira à la fin, là, ici. Pardon, ici. Voilà. En sortie d'arbre moteur, on vient de calculer le PMK. D'accord? Donc, question 5. Le limiteur de pression du circuit étant réglé à la valeur P0, quel est le rendement de la pompe, sachant que la sortie du moteur électrique est PS Motelec. D'accord? Donc là, on est en train de vous poser des questions sur la pompe. En gros, on vous dit qu'en entrée de pompe, il y a PS Motelec. On sait qu'ici, il y a certaines choses en sortie de pompe et on vous demande son rendement. Donc, pour arriver à faire ça, toujours pareil, hein, rien de tel qu'un schéma. Donc, ici, cette fois, je vais faire la même chose pour la pompe. Pardon. Si je reprends le même code couleur que tout à l'heure, cette fois en entrée, je lui mets un couple et je lui mets une vitesse de rotation. D'accord? Et en sortie, je vais récupérer un delta P et je vais récupérer un débit. D'accord?
Et exactement comme pour le moteur, il y a une relation et j'ai des pertes avec le rendement méca. Et de la même manière, je vais avoir des pertes sur le débit d'huile avec le rendement volumétrique. D'accord? Par contre, là, la phrase de M. Busson pourrait être judicieuse. C'est l'inverse de tout à l'heure. Ça veut dire que si vous comparez ça au schéma du moteur, toutes les données d'entrée deviennent des données de sortie et toutes les données de sortie deviennent des données d'entrée. Ça veut dire qu'entre un moteur et une pompe, tous les rendements se calculent à l'inverse. D'où pour moi la nécessité de ne surtout pas apprendre les formules par cœur, parce qu'il y a un moment ou un autre où vous allez vous mélanger. Donc, je préfère qu'on fasse le schéma et qu'on réfléchisse comment le rendement s'applique. D'accord? Alors ici, si on revient à ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on sait, nous, en entrée? On y met PS Motelec. Donc, si je vais voir le sujet, on est 34,15 kW. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 34,15 kW. D'accord? Et en sortie, on sait qu'elle nous donne 130 litres minutes. D'accord? Et on sait que la pression qu'elle va nous donner, c'est P0, qui est arrêt à 130 bars, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est plus. 145, pardon. Alors, si je veux respecter les codes couleurs, j'ai été bête, ça c'est vert, pardon. Donc, à partir de toutes ces informations, qu'est-ce que je peux faire? Ça va être très simple de calculer ici la puissance hydro de sortie de pompe. D'accord? Donc, ça va être 145 10 puissance 5 multiplié par 130 sur 60 par 1000. Et j'en déduis que la P hydro de sortie de pompe j'ai fait une bêtise, ça a déconné. Et à 31 000, perdu, 416. Dit autrement, la pompe nous génère à peu près 31,4 kW. D'accord? Heureusement, il y a moins qu'en entrée, hein, sinon on aurait eu des soucis. Et du coup, on peut en déduire que le rendement de la pompe, qui accessoirement, mais je le mets entre parenthèses, est égal à son rendement volumétrique multiplié par son rendement méca, va être à ce qu'elle nous donne en sortie, 31 416 sur 34
150. OK? Si je vais voir la question 6, quel est le rendement global de l'installation? Sachant que l'on vous donne en plus le rendement du moteur électrique. D'accord? Donc, là aussi, un schéma s'impose pour ne pas faire de bêtises. Si je résume l'installation, je vais reprendre le schéma qui est en haut. Juste le dessin. Je vais faire autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait si je trace le cheminement de la puissance? Ben, je sais que ma source de puissance, c'est lui, le moteur. Donc en fait, le moteur envoie la puissance à la pompe, qui l'envoie dans le circuit. Il y a une grosse partie qui va là et qui ressort ici. D'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'on en a une petite partie qui va là. D'accord? Et donc là, si je résume, je connais la puissance méca, je l'ai calculée. Ici, on nous a fait calculer la puissance hydro. Ici, on nous a fait calculer la puissance hydro. Ici, on nous a donné la puissance méca. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut juste penser avant? C'est qu'ici, on a donné l'ELEC. D'accord? Qui va alimenter le moteur. Alors, il faut faire attention. Je préfère faire le résumé tout de suite parce que, en fait, il y a deux manières de calculer le rendement global, toujours. La manière 1, c'est de dire que c'est le produit de tous les rendements du système. La deuxième manière,
c'est de dire que c'est la puissance en sortie sur la puissance en entrée. D'accord? Pourquoi je ne vais pas utiliser la première méthode ici? C'est que si vous regardez mon schéma, et si j'arrête de zoomer, je connais une partie des rendements, mais par exemple, si je ne connais pas la partie qui part là-dedans, dans le limiteur de pression. Donc cette partie-là, je ne sais pas comment il faudrait que j'en tienne compte. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai rien dit sur ce qui se passe dans la canalisation encore. Donc ça veut dire que si je prends le produit des rendements, il faut être sûr que je connais tous les rendements. Ce n'est pas le cas ici. Alors que je connais la puissance qui m'intéresse à la sortie, c'est la puissance mécanique, et je connais presque la puissance électrique à l'entrée. Pourquoi? Je connais la puissance méca, et pour passer de l'élec à la méca, on nous donne le rendement électrique du moteur. Donc ça veut dire que si je prends la formule 2, et il faut prendre la formule 2, ça c'est P méca, et ça c'est PS motelec, que je vais diviser par son rendement électrique pour connaître sa puissance à l'entrée. Donc en sortie, on avait calculé 23,65. En entrée, on sait qu'on a 34,15 divisé par le rendement élec, je ne me souviens plus combien c'est. 0,85. Donc, oui, tout à fait. Le PMK, là, c'est celui qui m'intéresse tout à la fin. C'est-à-dire que c'est le PMK sorti. Donc, je vais faire une flèche, vous avez raison. C'est celui qui me sert à quelque chose. Donc, je calcule. À l'envers. Et j'obtiens un rendement global de 0,588, ce qui n'est pas terrible. Alors pourquoi est-ce que c'est pas terrible? Il y a déjà le premier phénomène, c'est que quand vous utilisez des composants hydrauliques, ils ont des pertes mécaniques et volumétriques, ce qui n'existait pas dans les autres systèmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans ce cas particulier de système, vous avez une partie de la puissance dont on n'a pas besoin et qui se barre là et qui ne sert à rien. La seule chose qui se passe ici, c'est que toute la puissance que vous envoyez là-dedans, elle sert à chauffer l'huile. Ce qui veut dire à peu près rien, enfin, ce qui ne sert à rien. D'accord? Donc à la fin, ben, vous avez un rendement global qui n'est pas terrible. Si je m'intéresse à la question suivante, tiens, une perte de charge dans un tuyau. Donc là, c'est exactement comme ce matin. C'est une 33733. Donc, si je laisse mon petit schéma, en fait, on est en train de nous faire calculer ici la perte de charge delta P L au sein du tuyau jusqu'au limiteur.
Alors, pour répondre à la question de monsieur Michel, la remarque est que ça peut ne servir à rien, le schéma tel qu'il est là, juste à embêter des élèves à faire des TD, mais surtout, ça permet d'adapter la puissance. C'est-à-dire qu'on peut vouloir la puissance de 30 kW, mais pas avec la même vitesse et le même couple que ce que le moteur va nous le donner. Et donc, on va faire l'équivalent d'un réducteur ou d'un multiplicateur. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais vous pourrez me répondre, et vous aurez raison, qu'un réducteur ou un multiplicateur mécanique aura un bien meilleur rendement. Ça, c'est vrai. Mais imaginez sur une pelleteuse, si vous deviez traîner de la puissance mécanique jusqu'au godet pour le faire tourner. Vous imaginez le merdier? C'est quasiment impossible. Donc là, vous gagnez énormément en souplesse pour transmettre la puissance. Vous mettez 2 tuyaux, vous faites passer n'importe où et ça marche. Et donc le principal intérêt de l'hydraulique, c'est celui-là, c'est de pouvoir amener la puissance où on veut, juste en amenant 2 tuyaux, qui peuvent passer n'importe où, qui sont peu encombrants et qui vont accepter des déformations tout le temps. Voilà. Donc, si j'en reviens à ma question 7, hein, on refait toujours le schéma du tuyau, pardon, comme on l'a vu ce matin. Et donc là, on est en train de se dire qu'on a un diamètre extérieur de 33,7 et qu'on a une épaisseur de matière de 3,3. Donc encore une fois, mon diamètre intérieur, 33,7 moins 2 fois 3,3. Et ça doit faire du 27,4. Non. 27 hommes. Pardon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, on va redéballer, comme ce matin, tout le système. Donc, je vous rappelle qu'une perte de charge linéaire dans un tuyau, c'est du lambda L sur D rho V2 sur 2. D'accord? Là-dedans, nous, on sait que L, c'est 10 mètres, je crois. Voilà. On vient de calculer D, 27,1 mm. Rho est connu, je crois. Ah, c'est même, on en a besoin de toute façon. Non, longueur 21,8, pardon. Rho 0,9 kg par litre. Donc, 900 kg par mètre cube. Donc, je dis la longueur. « 21,8 mètres. D'accord? Qu'est-ce qu'il manque? V et le fameux lambda. Pour calculer lambda, il faut calculer le nombre de Reynolds. D'accord? Donc, première chose, V, qui, comme toujours, va être égal à Q sur S. Attention, on est dans le tuyau qui amène l'eau au moteur, l'huile, pardon. Donc, c'est le petit débit, 125. Là, encore une fois, je le passe en mètres cubes par seconde et je le divise par des mètres carrés.
qui va me faire une vitesse de 3,65, j'ai plus fait gaffe, mètres par seconde. C'est une vitesse relativement classique dans ces cas-là. Vous trouvez des vitesses supérieures à 10 mètres secondes, il faut se poser des questions. D'accord? Donc, une fois qu'on connaît V, eh ben, on peut passer au nombre de Reynolds. Comme ce matin, ρ VD sur mu ou VD sur nu. Encore une fois, nous, on va nous donner nu, donc la vitesse 3,65, multiplié par le débit 0,0, le diamètre 271, et on a une viscosité à, je me souviens combien de plus de centistox, 35. Donc, 35 multiplié par 10 moins 6 pour le mettre en unité SI, Myriastox. Je note à côté. J'attaque mon calcul. J'obtiens à peu près comme ce matin un nombre à 2826. Alors je veux bien, monsieur Busson, il n'y a pas de souci, mais quelle formule et quel terme? Alors, la formule du nombre de Reynolds. Il n'y a rien de très compliqué. C'est aller à savoir. Il n'y a pas trop d'explications pour expliquer d'où elle vient. C'est juste que c'est une grandeur caractéristique de l'écoulement. Donc, il faut tenir compte de la vitesse à laquelle le fluide passe dans le tuyau, du diamètre du tuyau et de la viscosité. D'accord? On tombe sur la deuxième formule. Et il se trouve que la viscosité, je vais le prendre dans l'autre sens, la viscosité cinématique est égale à la viscosité dynamique, ça veut pas, hein, divisé par la masse volumique. Donc là, ça, c'est la viscosité cinématique. Ça, c'est la viscosité dynamique. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est en train de parler de la même grandeur physique, mais entre guillemets qu'on va mesurer de deux manières différentes, et entre les deux va intervenir la masse volumique. Mais en gros, si vous en connaissez une des deux, vous connaissez l'autre. Et petite remarque, celle-là, elle est donnée en Poiseuil, et celle-là, elle est donnée en Myriastock. Donc ça, généralement, ça va super bien pour les huiles. Et ça,
c'est souvent pour l'eau. Parce que l'eau, c'est du 1, 10, moins 3. Poiseuil. Pour les huiles, on est autour des 20 à 100 CST, centistox. Et je rappelle juste que 1 centistox, c'est 10 moins 6 myriastox. Ça, c'est l'unité SI. Oui, monsieur Busson, votre question, la réponse, c'est monsieur Devienne qui l'a donnée. Ça veut dire qu'une fois qu'on connaît Reynolds, là, on peut dire que l'écoulement est laminaire, là aussi. Et donc, on sait que lambda égale 64 sur RE. Alors, je vais expliquer après pour la question de M. Duvienne qui est bien. Donc, si on applique cette formule, on va obtenir un nombre de Reynolds qui vaut 0,0226, je crois. Et si jamais on avait un écoulement turbulent, voilà, normalement, c'est RE inférieur à 2500. Et là, c'est RE supérieur à 10 000. Alors, pour répondre à monsieur Michel, qui se pose une question existentielle, qui n'est pas bête, les huiles moteurs, en fait, on a deux types de viscosité et ils nous donnent deux grades. Le grade de viscosité à froid et le grade de viscosité à chaud. Généralement, nous, sur les circuits hydrauliques pour dimensionner, on travaille à chaud. C'est-à-dire qu'à froid, on sait que ça va être dégradé et que l'huile ne va pas bien travailler, mais on fait tous les calculs généralement à chaud. Sinon, ça pourrait changer beaucoup de choses. Après, sur une huile hydraulique comme ça, généralement, il n'y a qu'une viscosité. Ce n'est pas comme pour un moteur. Et de toute façon, vu que c'est moi ou M. Cario qui feront le sujet, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de 10W40. Il y aura une viscosité en centistox. Donc, si jamais l'écoulement est turbulent, on a une autre formule qui nous dit que lambda égale 0,316, le nombre de Reynolds puissance moins 0,25. Ce qui, chez nous, ferait 0,316 multiplié par 2826 puissance moins 0,25. Entraînez-vous à faire une puissance moins 0,25 sur votre calculatrice, ça pourra vous servir. C'est la formule x puissance y. Hein. Voilà. Puissance, entre parenthèses, moins 0,25. Ah oui, je suis bête. C'est moi qui ne fais pas le bon. Alors. Moi aussi, il faut que je m'entraîne. Voilà. Et j'obtiens une valeur faible, 0,0433, pardon.
Mais, ouais, c'est ça, monsieur Michel, elle vaut le double, mine de rien, quasiment, si vous regardez. Par rapport à l'autre modèle, elle vaut le double. Et nous, comme par hasard, on est à 2800. Donc ça veut dire qu'on n'est ni là, ni là. On est entre les deux. D'accord? Alors pourquoi ce phénomène? En fait, c'est expliqué dans ce diagramme que je vais copier pour pouvoir tracer des choses dessus. Ça, c'est un diagramme qui a été fait expérimentalement il y a très longtemps, qui s'appelle le diagramme de Moody et qui permet d'identifier lambda. Donc, si je mets des légendes, là, c'est lambda. Là, vous retrouvez Reynolds. Et là, vous avez ce qu'ils appellent, si je l'écris un peu plus gros, epsilon sur D. Sachant que epsilon est la rugosité du tuyau qui est utilisé. Nous, clairement, les canalisations ou les tuyauteries qu'on va utiliser en hydraulique sont lisses. Et si vous avez un tout petit souvenir d'anglais, smooth, ça veut dire lisse. Donc ça veut dire que nous, en gros, la courbe qui va nous intéresser, elle est là. D'accord? C'est bon, monsieur Michel? Et donc, si je reviens à mon graphique, en fait, soit on est là, soit on est là. Et là, vous voyez ce qui est marqué? Écoulement laminaire. On est à peu près à 2000. Et ici, écoulement turbulent. Bon, ben on est après. On est à 4000. Donc ça veut dire qu'on est très souvent dans la phase de transition entre les deux. Ça veut dire que le modèle laminaire, il est plus très vrai. C'est pour ça que la courbe ici est en pointillé. Et le modèle turbulent, ben, il n'est pas forcément très très vrai non plus. On est entre les deux. Donc soit vous faites partie des pessimistes et vous prenez le turbulent, et vous voyez, on est pile dans nos calculs, hein. On est proche des 0,4. Soit on est optimiste, et on est par ici. Et mine de rien, on a un truc qui est proche des 0,2 avec notre premier modèle. Donc en fait, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette droite, c'est 64 sur RE en échelle log, et que ici, celle-là, là, la rouge, c'est du 0,316 RE moins 0,25. Voilà d'où viennent les formules. Et le problème, c'est que quand vous êtes entre les deux, ben vous êtes en phase transitoire. Donc, ben on choisit entre les deux. Sachant, mine de rien, qu'il y en a un qui, à cause de son lambda 2 fois plus faible,
va vous rendre des résultats de perte de charge 2 fois moins importants. Donc en gros, soit elle est négligeable et on s'en fout de prendre l'un ou l'autre, soit la perte de charge commence à être importante et on a intérêt à prendre le modèle pessimiste pour être sûr que ça fonctionne. OK? Si on fait notre calcul, juste marqué, nous on la considère qu'égale à 0 en hydraulique. Ici on est en hydropuissance. Donc, si je reprends mon calcul, j'ai toutes les données en main. Et donc, je vais obtenir que ma perte de charge, ça va être mon lambda multiplié par la longueur sur le diamètre, dont je ne me souviens plus la valeur, 27 mm. Multiplié par la masse volumique, multiplié par la vitesse au carré sur 2. Et là, on doit obtenir notre perte de charge. Qui nous fait, voilà, 208 820. Alors attention, on ne va pas s'inquiéter, ce sont des pascals. Si j'enlève les 5 chiffres, j'obtiens une perte de charge de 2 bars. Si j'avais pris l'autre modèle pour le lambda, c'est-à-dire le laminaire, j'aurais eu une perte de charge de 1 bar. Alors quand on en a 200 au départ, qu'on en trouve une ou deux, c'est pas très grave. Si on en a que 50 ou 25, c'est plus grave. Et surtout, si elle ne vaut pas 1 et 2, mais 50 et 100, ça peut changer des choses. Comment comme ça, monsieur Desproges? Je prépare pour la question 7. Oui, monsieur Boisserie, clairement. Alors, c'est pas forcément. Enfin, si vous trouvez 50 ou 100 barres de perte de charge, c'est soit que vous vous êtes trompé dans le calcul, soit que le mec qui a dimensionné le tuyau a fait une grosse connerie. Mais je répète juste, on en reparlera à l'occasion, j'espère, mais si vous mettez un tuyau ne serait-ce que 2 fois trop petit, votre perte de charge, elle peut passer de 2 bars à 100 bars. Donc, l'erreur est possible.
Voilà. Donc, je vais attaquer la dernière question. La dernière question, c'est la question 8 qui nous demande quel est le diamètre de passage de l'étrangleur, en supposant qu'il existe une perte de charge singulière et que le coefficient de perte de charge est égal à xi. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, question 8. On reprend notre circuit et on va raisonner en pression. Donc, on a dit que ici, sur cette longueur-là, on avait P0, et je crois que c'est 145 bars, si mes souvenirs sont bons. Ici, on a delta P moteur qui vaut 140 bars. D'accord? Donc ça veut dire que entre là, le point 1, ici, et le point 2, ici, j'ai 5 barres de perte. Et je dois avoir 5 barres de perte. Sinon, mon système ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on vient de calculer, nous? Que sur cette longueur, ici, jusqu'à l'entrée, on a un delta PL qui vaut 2 bars. D'accord? À la sortie de l'étrangleur, je peux le dessiner comme ça pour faire un zoom. Jusqu'à l'autre bout, on a une autre perte de charge delta P2. Et si je vais voir delta P2 dans mon sujet, je crois que c'est 0,5. Ouais. Bar. Donc on sait que ça vaut 0,5 bar. D'accord? Donc ça veut dire que ici, je vais le changer de couleur, entre là et là, si je fais un zoom, je dois avoir un delta P, une perte de pression qui doit être égale à 145, moins 2, moins 0,5, moins 140. Donc si je fais tout de suite le 145 moins 140, il reste 5 bars. Sur les 5 bars, j'en perds 2 dans la canalisation et j'en perds 0,5 après. Ça veut dire que ici, je dois avoir un delta P obligatoirement qui doit valoir 2,5 bars. D'accord? Ce delta P, si je dessine, pour illustrer ce que disait M. Busson tout à l'heure, ça c'est fait comment en fait? Vous avez votre tuyau et à un endroit dans votre tuyau, on pose une pastille calibrée. Avec un orifice calibré. Donc ça veut dire que le flux d'huile qui arrive là, il y a un moment, il va falloir qu'il se serre un peu, il passe là-dedans avant de pouvoir reprendre toute la place. D'accord? Et plus le diamètre de ce trou sera petit, d'accord? Et moins on va y passer de débit, ou plus on va perdre de pression. Si vous avez lu le cours sur la régulation de débit, en fait, en hydraulique, réguler un débit, c'est réguler une pression. Donc, si vous arrivez à contrôler que ici, il y ait pile 2,5 bars, eh bien, cela va vous assurer que le débit qui passera à travers
sera celui que l'on veut de 125 litres par minute. Alors pour répondre à M. Michel, ouais, c'est un peu une chicane. C'est pas un circuit. Hein, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? De jouer avec son logiciel. Hop. Et bien en fait, c'est le deuxième type de perte de charge. On n'en a encore jamais parlé. Quand vous avez un long tuyau comme ça, avec un fluide qui passe dedans, et ben on obtient une perte de charge linéaire. D'accord? Si vous prenez un coude, ben vous vous doutez bien que le fluide qui passe à l'intérieur, à un moment, il va falloir qu'il change de direction, qu'il chauffe plus. Et bien ça, on dit que ça fait une perte de charge singulière. D'accord? Et ça, c'est équivalent à une perte de charge singulière. Et à ce moment-là, je vous renvoie au cours si vous n'êtes pas d'accord. On a une jolie formule qui est du xi rho V2 sur 2. D'accord? Alors, ce qui est pas mal, je bouge un tout petit peu, voilà, c'est que ça, on appelle ça le coef de perte de charge, encore une fois. Mais il est constant et il ne dépend que de la forme. C'est pour ça que dans le polycopier qu'on vous a donné avec M. Carillo, si vous regardez ici, voilà, vous avez par exemple un coude à 90, le xi c'est 1,2 à 1,3. D'accord? Ici. La vanne papillon c'est 0,4 à 0,7. Le clapet c'est 0,9 à 2,6. Un rétrécissement, vous voyez, on vous donne des valeurs. Et ça c'est constant. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec Reynolds, c'est tout le soin de soi. Donc ça veut dire que dans notre cas, nous on nous dit dans le sujet que c'est 1,93 pour le type d'étranglement. Donc ça veut dire que notre xi, c'est 1,93. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il y en a qui veulent faire une capture, je vais bouger une dernière fois. Ben, c'est tout simplement de dire que ma perte de charge est égale à xi rho V2 sur 2 doit être égale à 1,93 bar. Je suis fatigué, 2,5 j'ai dit, plutôt, c'est mieux. Hein. Le 1,93 c'est le coefficient. D'accord? Et là-dedans, quelle va être la seule inconnue? Mais ça va être la vitesse dans l'étranglement. C'est ça l'inconnu. Pourquoi Bexy, je vous l'ai donné? C'est 1,93. Rho, on le connaît, c'est 900. Et ça, on va le passer en Pascal. Ça va nous faire 250 000. Conclusion, ma seule inconnue, ça sera la vitesse. Et une fois que je connaîtrai la vitesse dans l'étranglement, je vais pouvoir trouver le diamètre de l'étranglement. Donc ça me donne quoi? Quand je fais mes calculs, V carré égale 2 delta PS sur xi rho. D'accord? D'où la vitesse qui est la racine carrée de 2 delta PS sur xi rho. Je fais mon application numérique.
racine de 2 fois 250 000 sur 1,93 fois 900. Non, monsieur Mathieu, la viscosité ne change pas dans les formules de perte de charge singulière. C'est un modèle comme un autre. Hein. Alors, sur la perte de charge linéaire, si, parce que c'est ce qui nous permet de calculer le fameux lambda, avec le nombre de Reynolds qui dépend de la viscosité. Donc, sur les pertes de charge linéaires dans les longueurs, on en tient compte. Sur une perte de charge singulière, on ne tient pas compte de la viscosité. Donc, ça a l'air de nous faire une vitesse, si je ne me suis pas trompé, qui vaut 16,96 mètres par seconde. Alors, oui, elle est plus forte, c'est normal, que la vitesse dans le tuyau. D'accord? Et donc, pour finir, je vais me redéplacer un petit peu. C'est un modèle comme un autre, monsieur Mathieu, et il y en a des plus compliqués. Après, je pense que c'est déjà assez compliqué pour vous et pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on sait que Q... Attention, on va mettre... Le débit, c'est la vitesse multipliée par la section de l'étrangleur. J'en déduis que la section de l'étrangleur va être égale au débit sur la vitesse. Je passe 125 litres par minute. Et je le divise par ma vitesse. Donc ça va nous faire du 1,228 10-4. On obtient des mètres carrés. Donc ça nous fait 123 mm². Du coup, le diamètre de l'étrangleur il va être égal, je vais remettre une étape avant. On sait que la section de l'étrangleur, c'est égal à pi fois le diamètre de l'étrangleur au carré sur 4. Donc, s'il nous fait un diamètre de l'étrangleur, pourquoi je fais mes diamètres à l'envers, moi? C'est pas grave. Voilà. Va être égal à 4S étrangleur sur pi et la racine. Ça va me faire un phi
Donc on trouve un diamètre de perçage de l'étranglement de 12,5 mm. Ce qui est plutôt cohérent, hein. On a un tuyau qui fait 27 au départ, ben on diminue la section à 12,5 de manière très locale pour diminuer le débit. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous regardiez le B3 seul. Il est très simple et très court normalement. Sur les moteurs en série. Il faut juste réfléchir un tout petit peu. Il n'y a pas de calcul de perte de charge, il n'y a rien. Ce que je vous propose aussi, c'est que pour la revue demain avec M. Carillo, vous ayez regardé le cours de génération de débit sur les pompes. Ça vous permettra peut-être d'attaquer un exo demain qui vous permet, qui vous fera avancer et connaître des choses. Et réviser un petit peu les rendements. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée. Je vais tenter de mettre tout mon tableau sur le Moodle. Voilà. Comme ça, vous aurez les traces de mes gribouillis. Et puis, je vous dis bonne fin de journée.